Bonjour à tous et voici venu le moment tant attendu de l'épisode numéro 50 de l'alchimie d'un roman. 50, non mais vous vous rendez compte? Ça va faire bientôt 4 ans que je réalise mes vidéos d'analyse littéraire et j'ai donc décidé, pour ce numéro particulier, ce chiffre rond, la demi-centaine, j'ai décidé d'analyser aujourd'hui un roman très particulier. Un roman assez peu connu, d'un auteur assez peu connu, mais un roman qui occupe dans ma bibliothèque personnelle une place toute particulière. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la marmite de Léo Perutz et de son chef-d'œuvre, La nuit sous le pont de pierre. Léo Perutz, vous ne connaissez peut-être pas. C'est un romancier autrichien du début du XXe siècle et qui s'est spécialisé dans l'écriture de romans historiques et fantastiques. Des romans hauts en couleur, baroques et souvent centrés sur une énigme comme un jeu proposé à son lecteur. Ses œuvres les plus connues sont Le Cavalier suédois, Le Judas de Léonard ou encore Le Marquis de Bolibar. J'ai lu tous ces romans et souvent plusieurs fois. Mais La nuit sous le pont de pierre m'est encore plus précieux que les autres. Un roman qui ne me quitte pas et auquel je pense souvent. Une petite perle d'écriture, un monde foisonnant, un imaginaire infini dans seulement 250 pages. Voilà notre roman d'aujourd'hui, voilà notre alchimie. Et comme vous le savez, depuis 50 épisodes, je respecte toujours la même structure immuable et je commence mon analyse par un résumé de l'intrigue en 1 minute chrono. Alors ce n'est pas à l'épisode 50, vous pensez bien que je vais me défiler. Pourtant, la tâche aujourd'hui n'est pas simple, voire impossible. La nuit sous le pont de pierre a toutes les apparences d'un recueil de nouvelles, 14 histoires courtes avec à chaque fois des acteurs différents. Nous sommes au XVIe siècle dans la ville de Prague sous le règne de Rodolphe II, empereur du Saint-Empire romain germanique, roi de Hongrie et roi de Bohême. Amoureux des arts et des sciences, mais piètre politique. Il finira renversé par son frère Mathias après une longue période de mélancolie dépressive. Mais Léo Perutz ne choisit pas de nous raconter l'histoire de cet empereur. On le croise de temps en temps, mais les personnages principaux des 14 récits sont Koppelbert et Yekelenard, deux miséreux saltimbanques, Pierre Zarouba de Zdar, l'étudiant persuadé qu'il rétablira la religion réformée en Bohême, Berl Landfarer, le juif condamné à être pendu entre deux chiens, et je m'arrête là tant ces histoires sont variées et mélangent à chaque fois des personnages nouveaux et plus extravagants que les précédents. Sauf que, dans le décor, au fond du tableau, à chaque petite histoire, on reconnaît les ombres de personnages que l'on croit secondaires. Au détour d'une phrase ou à l'occasion d'une digression, on retrouve l'histoire lancinante de l'empereur Rodolphe et de la belle Esther, la femme si belle du juif Mordecai Meisel, sur qui repose toute la richesse de l'Empire. Une histoire secondaire qui, au fil des chapitres, finit par s'imposer comme la plus importante. Une histoire de magie, de destin plus fort que les hommes, et au bout du compte, une étrange histoire d'amour. Alors voilà, et donc pourquoi ce roman est-il à ce point fascinant? Le premier argument qui me vient, c'est l'argument de la Terre. L'époque et le lieu que Léo Perutz nous raconte sont une époque et un lieu extraordinaires. Prague au XVIIe siècle. On y croise Kepler et Tycho Brahe, on y croise le général Wallenstein, on assiste aux prémices de la guerre de 30 ans, et bien sûr, on suit les états d'âme de l'empereur Rodolphe II et on découvre Mordecai Meisel, qui est bien un personnage historique mais dont je n'ai trouvé aucun portrait, bienfaiteur de la ville de Prague qui fit construire la quasi-intégralité des grands bâtiments du quartier juif dont la plupart furent détruits lors de l'assainissement de la ville à la fin du XIXe siècle. Ok. Mais à cela, vous me répondrez, t'es gentil, mais ça fait rêver qui l'histoire de l'Europe centrale au XVIIe siècle? C'est une histoire qu'on n'apprend pas à l'école et qui ne rappelle rien à personne. Vous n'avez pas tort. Mais c'est là qu'intervient l'élément de l'eau et le style de Léo Perutz. Car l'époque qu'il nous décrit, c'est le moins que l'on puisse dire, est une époque baroque. Baroque, ça veut dire fourmillante de détails surchargés d'ornements et de fioritures. Et pour décrire cette époque baroque, Perutz utilise un style baroque. Voici comment, par exemple, il décrit la famille Wallenstein. Les Wallenstein sont une vieille famille de Bohême. J'en connais 3. Celui de Krynich, Henri, qui est utrakiste. Celui de Slovitch, dans le canton de Rakonitz, Ernst Johann, manchot de naissance. Et enfin Ernst Jakob à Zlotitch, dans le canton de Königsgrätz, conseiller aulique de la cour impériale qu'on appelle le Turc parce qu'il fut dans sa jeunesse prisonnier du dé d'Alger qui l'obligea à tisser des étoffes. Une description bourrée de mots inconnus et de détails inutiles. Une description presque loufoque et surchargée de fioritures. Voilà, c'est ça un style baroque. Et ce sont justement ces noms et ce vocabulaire, comme une petite musique, qui construisent au fil des pages un monde entier qui nous est inconnu mais qui nous submerge tellement il sonne vrai. C'est exactement la méthode qu'utilise un Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux, à la différence près qu'ici, tous les détails sont exacts. Ces noms qui sonnent comme du Klingon ou du Dothraki proviennent d'une véritable langue. Les Koppelbert ou Yekelenard
Albrecht Eusebius Wenzel von Wallenstein ou bien Wojtek Adalbert Brabenec, des vrais gens se sont vraiment appelés comme ça. Des habitants d'un pays où l'on mange des tranches de rognon à la broche ou bien des cailles sur pain grillé arrosées à la moelle de bœuf, le tout payé avec des grosses chaînes de bohème. Chaque page est un trésor d'érudition et un monde fantastique par lequel on se laisse engloutir. Fantastique, j'ai bien dit fantastique ? Oui, exactement, le mot est lâché, car à ce stade, la Terre, l'époque, le lieu, et l'eau, le style baroque, se mélangent, et très rapidement, dès les premières pages en fait, le récit se teinte de merveilleux, d'onirique, bref, de fantastique. On y croise des fantômes et des sortilèges, des prophéties, des malédictions, mais pour autant on ne quitte pas la réalité. C'est un peu comme le réalisme magique de Gabriel García Márquez, c'est-à-dire un fantastique, oui, mais parfaitement intégré à un univers tout à fait réaliste. Et comme García Márquez, Perutz obtient cette sensation particulière en mélangeant en permanence la réalité et le rêve, la magie. La réalité du lieu, par exemple, la ville de Prague au XVIIe siècle, mais aussi sa magie, car Prague, c'était le lieu de la cabale, de l'occultisme et de l'alchimie, et l'empereur Rodolphe II s'entourait d'astrologues et mettait beaucoup d'énergie à chercher le secret de la pierre philosophale. Perutz aussi rend cette magie par son langage, son écriture, et il utilise son style baroque pour distiller une impression permanente de merveilleux. Ainsi, il ne dit pas le cimetière, il dit le jardin des morts. Et quand le grand rabbin se met en colère, il écrit « Le nuage noir de la colère enveloppa le grand rabbin ». Sous la plume de Perutz, les sentiments les plus simples deviennent des sortilèges. Et puis, dans ce décor fantastique, apparaît peu à peu l'élément le plus fantastique de tous, l'intrigue, l'élément de l'air. D'abord, il faut savoir que Léo Perutz, avant d'être écrivain, était mathématicien. Un bel esprit logique et surtout un amateur d'énigmes. Alors, dès ses premiers romans, Perutz s'est fait une spécialité de poser des énigmes à ses lecteurs et puis de les résoudre au fil des pages de la manière la plus étonnante qui soit. La nuit sous le pont de pierre ne fait pas exception, et on peut même dire que chacune des 14 petites histoires est une sorte d'énigme à part entière. Par exemple, dès la première histoire, la première énigme est posée. Prague est frappée par la peste. Les deux saltimbanques, Koppelbert et Jekelenard, sont chargés par le grand rabbin d'aller interroger le diable par l'intermédiaire des fantômes des enfants du cimetière juif. Les enfants leur indiquent que la peste est la conséquence du péché de Moab, l'adultère. Alors le grand rabbin leur demande de poser une deuxième question au diable. Qui est donc l'auteur de cet adultère qui a jeté la malédiction sur toute la ville ? Et la réponse du diable est un mystère. « Je ne sais pas, répond-il, mais toi, grand rabbin, tu le sais. » Alors, le grand rabbin se rend immédiatement sous le pont de pierre qui traverse la Moldau, et il y trouve un rosier et un romarin entrelacés sur le bord de l'eau. Il arrache le romarin, au même moment, la peste disparaît, mais le juif Mordecai Meissel perd sa femme Esther, et l'empereur Rodolphe se réveille en sursaut d'un cauchemar. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça n'a ni queue ni tête. Et pourtant, chapitre après chapitre, Léo Perutz va construire une explication tout à fait logique à ces mystères, une solution quasi mathématique à ces problèmes. Et du coup, par sa structure même, son récit s'éloigne de la réalité. Ce n'est pas un récit historique, ce n'est pas une tranche de vie, c'est une énigme, c'est un jeu, c'est un conte exemplaire. Autrement dit, la structure même du roman le rend fantastique. Mais ça encore, ce n'est rien, et la plus belle astuce de structure reste à venir. En fait, une des particularités de ce roman, c'est que tout le monde le prend pour un recueil de nouvelles. Même la page Wikipédia de Léo Perutz classe La nuit sous le pont de pierre dans la catégorie des nouvelles. Sacrilège, mais pourquoi cette erreur ? D'abord, parce que Perutz raconte chaque nouveau chapitre comme une petite histoire indépendante, avec ses nouveaux personnages principaux, son intrigue, ses mystères, exactement comme si c'était une nouvelle. Et à chaque chapitre, on change de personnage, sauf que, imperceptiblement, on reconnaît à chaque fois dans le fond du décor l'empereur Rodolphe, le juif Meissel et sa femme Esther. Et la véritable intrigue du roman, la plus importante, celle qui permettra de résoudre l'énigme finale, est entièrement jouée ainsi en arrière-plan par les personnages secondaires. La nuit sous le pont de pierre, c'est comme si l'intrigue principale d'un film était jouée dans les coins de l'image par ses figurants. Mieux, et c'est la deuxième astuce formelle de ce roman, l'ordre chronologique des chapitres est entièrement mélangé. Et il est impossible de suivre logiquement l'intrigue du roman, puisqu'elle est découpée et qu'on apprend les événements de la fin de l'histoire avant les événements du début. Je me suis donné la peine d'essayer de les remettre dans l'ordre, voilà à quoi ça ressemblerait. Notez que je ne sais même pas où ranger le chapitre 4. Bon, mais pourquoi Perutz fait-il ça ? Pourquoi torturer ainsi ses lecteurs ? Eh bien, il le fait exprès pour détourner notre attention et cacher encore mieux son intrigue principale dans le fond du décor. L'effet produit est incroyable, parce qu'effectivement,
On se retrouve naturellement à lire ce livre comme un recueil de nouvelles, on passe d'une histoire à l'autre. Mais dans le fond de notre esprit commence à s'installer une petite musique. De chapitre en chapitre, on voit revenir Rodolphe, Maisel et Esther, et on enregistre des bribes d'informations. Et peu à peu, inconsciemment, sans faire aucun raisonnement logique, on comprend ce qui s'est passé. On comprend le drame, comme une connaissance ancestrale qui se révèle, un non-dit que l'on finit par accepter sans que rien ne nous l'ait expliqué. L'impression qui nous reste à la fin de la lecture est étrange, et on a du mal à lui donner un nom. Et c'est l'épilogue qui enfin nous aide à comprendre. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, donc plus de 250 ans après l'histoire de Rodolphe II. Le narrateur est Léo Perutz lui-même qui, jeune étudiant, assiste à la destruction du quartier juif de Prague. Et avec lui, nous vivons la disparition de toutes ces histoires merveilleuses qui s'envolent dans la poussière des maisons juives de Prague. Ils ont démoli la maison à l'auberge froide et la maison à l'œuf du coucou. Ils ont démoli la vieille boulangerie où ma mère allait chaque semaine porter son gâteau du sabbat. Ils ont démoli l'auberge à la couronne de fer et la maison du rabbin Leuve dans la rue Large. Nous comprenons finalement pourquoi cette ville était l'œuvre de Mordecai Maisel et de son amour pour sa femme Esther. Et nous sommes saisis par une bouffée incroyable de nostalgie. Incroyable parce que ce n'est pas notre culture, nous connaissons à peine cette ville, cette langue. Nous n'avons aucune raison d'être nostalgiques. Et pourtant, on a les larmes aux yeux en voyant s'effondrer ces maisons. Comprenez-vous maintenant pourquoi j'aime tant ce livre ? En fait, peut-être pas encore. Bon, je vous avais prévenu, cet épisode 50 est personnel, c'est mon épisode. Parce qu'au-delà du style, du milieu, de la structure de l'intrigue et des personnages, au-delà du message et de tout ce qui constitue l'alchimie d'un roman, il y a encore un étage dont nous n'avons jamais parlé depuis 49 épisodes. Il y a l'émotion personnelle, il y a notre univers intime, il y a ce qu'on pourrait appeler l'alchimie du lecteur. Le cerveau humain est une machine qui fonctionne à l'analogie. Et au fil de nos expériences, de nos lectures, des films que nous voyons, chacun de nous se fabrique un référentiel d'image, de perception, de personnages auxquels on compare tout ce que l'on rencontre. Un véritable univers intérieur. Moi, mon univers intérieur, ce sont les sciences humaines et fantastiques que raconte Italo Calvino dans Cosmic Comics. C'est aussi l'histoire avec un grand H, mais l'histoire fantastique et baroque que Raymond Queneau imagine dans Les Fleurs Bleues. Mon univers intérieur, c'est l'exubérance du baron de Munchausen de Terry Gilliam, ou le fantastique baroque du jeu vidéo Grim Fandango. Mon univers intérieur, c'est la magie quotidienne des 12 contes vagabonds de Gabriel Garcia Marquez. Et c'est la douce nostalgie du Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Bref, mon monde intérieur ressemble énormément à tout ce que l'on trouve dans La Nuit sous le pont de pierre de Léo Perutz. Et le plaisir que je ressens en lisant ce livre, mieux, en me le remémorant, eh bien ce plaisir est parfaitement incarné dans son épilogue, le fameux chapitre 15. C'est la joie douce amère de la nostalgie, c'est-à-dire ce sentiment qui transforme les souvenirs en une histoire merveilleuse, qui transforme ce fatras d'émotions littéraires, cinématographiques ou de la vie quotidienne en un univers intérieur riche et complexe, une histoire construite, passée, qui sans doute n'a jamais existé, en tout cas pas comme on se la rappelle, mais un monde personnel riche, baroque et fantastique. Un monde intérieur à l'image du quartier juif de Prague, fait de lieux, de personnages et d'histoires merveilleuses. Et voilà, c'était mon épisode 50, et c'est reparti de plus belle pour une longue ligne droite qui nous mènera ensemble jusqu'à l'épisode numéro 100. Alors abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, juste pour me faire plaisir. Ça ne vous coûtera rien et ça ne me rapportera rien non plus, sinon le plaisir de vous savoir avec moi. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. Pour des raisons techniques, mon blog est suspendu et honnêtement, je ne sais pas si ça vaut le coup de le remettre sur ses rails. Et puis, parce qu'il n'y a pas que la littérature dans la vie, je vous rappelle que vous pouvez aussi télécharger un petit jeu vidéo sympathique pour tablette et smartphone Android sur Google Play. Il s'appelle Kotori et c'est moi qui l'ai fait. Bonne lecture à tous, portez-vous bien et à la prochaine fois.